Rocotte, merci de me recevoir cet après-midi. Hier, nous avons réuni un certain nombre de résistantes. Nous aurions aimé avoir votre présence, mais vous ne pouviez pas être là malheureusement. J'aimerais que vous disiez aux élèves de 3e du collège Racine à quel âge vous avez résisté et quelle était la motivation qui vous a amené à résister. J'ai commencé à résister aussitôt que le régime disons, de terreur s'est installé. Quand la guerre a été prononcée le 3 septembre, déclarée le 3 septembre 1969, nous avons réagi tout de suite. Nous étions quelques jeunes à ne pas comprendre ce qui se passait parce que nous étions une équipe de sportifs, de jeunes qui faisions tout un tas de choses, du vélo, du football, en fait, du basket. On avait 2 équipes de basket, on avait une équipe de théâtre et du jour au lendemain, interdiction. Plus de théâtre, plus de sport, rien. Tout de suite, nous avons dit, nous voulons continuer à faire du théâtre, à faire du sport, à faire du vélo, nous ne faisons rien de mal. Et nous avons fait des petits papillons, c'était des tout petits tracts qui devaient faire 5 cm sur 4, et nous avons punaisé ça sur des arbres, sur les boîtes aux lettres, nous en avons mis un peu sur tous les murs. Bon, on a commencé comme ça, et puis il y a des jeunes, rien que pour ces choses-là, il y a des jeunes qui ont été arrêtés. Qui ont été condamnés à 2, 3 mois, 5 mois de prison. Alors là, nos tracts sont devenus un peu plus durs, bien sûr. Et et après, il y a eu aussi les arrestations arbitraires. Sur Alès, il y a eu beaucoup d'hommes, des responsables de syndicats, de responsables de partis politiques qui ont été arrêtés. Et déjà, début 1940, on a vu partir, par exemple, M. Molinier, qui était responsable du Parti communiste du Gard et de la Lozère, qui a été déporté tout de suite en Algérie. Et il y a eu plein de camps d'internement en France. Plein de camps d'internement, les responsables syndicaux, les responsables du Parti communiste, du Parti socialiste, des syndicalistes, tout simplement parce qu'on avait une activité, ils avaient une activité avant la guerre qui, pour le nouveau gouvernement de Vichy, était dangereux. Et ils ont commencé tout de suite à envoyer donc ces hommes et certaines femmes dans ces camps d'internement et ces camps de déportation. Sur Alès, nous avons dû avoir 4 personnes qui sont parties en Algérie, qui ont été déportées en Algérie, et nous en avons dû, je ne sais pas moi, plus d'une trentaine de responsables de syndicats qui ont été dans les camps d'internement. Voilà, alors bon, à partir de ce moment-là, nous avons fait des tracts, nous sommes réunis, une partie des jeunes, des auberges de la jeunesse, des jeunes socialistes, des jeunes chrétiens, des jeunes chrétiennes, nous sommes réunis un beau jour et nous avons dit c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors là, on avait des tracts. Des tracts revendiquant la libération de ces hommes qui avaient été arrêtés, qui avaient été déportés. Et tout de suite, il y a eu des fusillés. Tout de suite, il y a eu des fusillés. Et nous, l'action que nous faisions, moi j'avais un camarade avec moi qui était responsable du département du Gard, plus un autre qui s'appelait Paul Courtieu, plus un autre qui s'occupait de tous les départements du Sud, qui s'appelait Jean Burle. Et on avait condamné à mort à Clermont-Ferrand 2 de nos camarades, Jean Rieux et je ne me rappelle plus tout de suite le nom du second. Et ils avaient été condamnés à mort. Et quand nous avons su ça, dans la nuit, nous avons tiré un tract. Nous avons tiré un tract. L'imprimerie du Gard était à Alès, dans le quartier des Allemandes. Nous avons tiré un tract qui était très dur, bien sûr, pour le gouvernement. Ils voulaient nous fusiller 2 camarades. Nous, ça ne nous gênait pas d'attaquer Pétain. On avait mis comme titre à ce tract « Pétain la guillotine ». Et ce tract était bien sûr très méchant. Alors nous avons, avec les filles, avec nos vélos et nos porte-bagages, distribué tous ces tracts où nous avons pu, dans les localités autour d'Alès. Mais pour Nîmes, c'était un gros paquet. Je l'ai amené chez un chauffeur de car qui faisait Nîmes-Alès toute la journée. Et le chauffeur du car avait fait son régiment avec le responsable de la jeunesse à Nîmes. Il m'a dit, ne viens pas à Alès, donne ce paquet au chauffeur de car. Et quand, vous savez, c'est déjà à cette époque, c'était en 1940, mais déjà à cette époque, on fouillait les gens dans la rue, aussi bien on pouvait vous dire ouvrez votre sac, ouvrez vos bagages, et dans le car, avant que le car ne parte, la police est montée et a fait ouvrir les bagages à tout le monde.
Le chauffeur de car, bien sûr, n'avait pas l'habitude de transporter des choses comme ça. Quand il est monté dans le car, il avait le paquet de tracts avec lui. Il a mis à ses pieds. Alors les policiers ne l'ont pas vu en montant, mais en redescendant, ils lui ont demandé ce que c'était. Il a dit, je ne sais pas. Ils lui ont dit, tu transportes quelque chose, si c'est une bombe, tu vas sauter avec les voyageurs. Et bien sûr, les policiers ont pris le paquet, l'ont ouvert, et ont vu le tract péter la guillotine. Alors ils ont dû malmener sûrement le jeune garçon, et il a dit à la fin, il ne connaissait pas mon nom bien sûr, il a dit c'est une gamine, elle habite à côté. Alors il m'a décrite et les policiers sont venus me chercher à la maison. Voilà, c'est la première fois que j'ai été arrêtée au mois de novembre 1941. Voilà, et j'ai été arrêtée, je suis restée pendant 3 jours au commissariat, malmenée, j'avais 18 ans tout juste, et pas battue, mais mise sur une règle triangulaire, à genoux. Il ne faisait pas froid, c'était au mois de novembre, il ne faisait pas encore froid la première fois que j'étais arrêtée. Et bien sûr, je me suis évanouie plusieurs fois, ils allaient chercher un seau d'eau, ils me le jetaient dessus, quand je revenais à moi, ils me remettaient là-dessus, ça a duré pendant 3 jours. Et le commissaire Garapon, à l'époque, était très vulgaire avec ces jeunes garçons qui étaient là, me traitait de tous les noms que j'avais même jamais entendus. Mais enfin, ça a duré 3 jours. Au bout du 3e jour, le commissaire Garapon a dit textuellement ces mots-là. De toute façon, c'est une salope, elle ne parlera pas, amenez-la au Fort Vauban. Foutez-la au trou. Exactement le nom, foutez-la au trou. Et voilà, ils m'ont amené au Fort Vauban. J'y suis resté 10 jours avec les femmes qui avaient été arrêtées pour plusieurs choses, avec les droits communs. Nous, on était tout de suite catalogués comme des politiques, avec les droits communs. Et je vous assure que de vivre, quand on a 18 ans, avec toutes ces femmes, ces droits communs, je ne leur en veux pas, c'était des malheureuses. Mais des femmes de vie, des femmes de la rue, c'était vraiment fort désagréable. Voilà. Après, ils m'ont ramené pendant 10 jours à Nîmes, à la centrale de Nîmes. Je suis restée 10 jours. Et ensuite, à Marseille, à la prison des Présentines. Les baumettes n'étaient pas encore construites. Voilà. J'ai été jugée vers le 15 ou 20 décembre 1941. Et j'ai été acquittée et libérée, parce qu'ils n'ont rien pu prouver, et libérée le 30 janvier 1942. Voilà, je suis arrivée en résidence surveillée chez ma grand-mère. Et je devais tous les jours aller au commissariat, me faire tamponner un cahier qu'il m'avait donné pour montrer que j'étais bien chez moi, que je n'étais pas partie. Voilà. Et jusqu'au mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois d'avril, je suis restée toute sage à la maison, parce que j'étais toute seule avec ma grand-mère, mon grand-père était décédé. Et voilà qu'un beau jour, mon collègue Paul Courtieux passe devant la porte et je comprends que je dois aller vers lui. Effectivement, alors il me dit, bon, tu vas partir. Je t'ai pris un billet, il m'a donné un billet pour partir à Béziers. Et dans la nuit tout de suite, cette nuit-là, il y a eu sur Alès des arrestations, il y a eu 16 garçons qui ont été arrêtés. 16 garçons qui ont été arrêtés. Le premier a parlé tout de suite, M. Posse. Malheureusement, il a parlé, il a dit ce qu'il faisait. Il avait eu une scène de ménage avec sa femme à la veille, et sa femme avait pris un tract qu'il allait distribuer le lendemain matin sur le carreau de la mine. Et bien sûr, il l'a porté au commissariat. Alors, quand les jeunes sont arrivés pour distribuer les tracts sur le carreau de la mine, et un peu partout, ils ont été arrêtés. Il y en a eu 16 d'arrêtés. Donc, il y avait Louis Carré, il y avait, je ne sais pas moi combien de jeunes, et des jeunes qui n'étaient pas des militants, qui étaient des braves garçons qui avaient accepté de distribuer quelques tracts pour faire avancer les choses. Et dans ces garçons qui ont été arrêtés, ils ont fait passer ma photo. Et ils ont demandé à ces garçons s'ils me connaissaient. Alors il y en a beaucoup qui ne m'ont pas connu et qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais vu, mais il y en a qui me connaissaient, avec qui j'allais à l'école quand j'étais gamine. Alors quand ils ont fait passer cette photo, il y en a un qui a dit « mais c'est pas Josette Laurençon, elle s'appelle Josette... c'est pas Josette Laurençon, elle s'appelle Josette Bousquet. »
Alors, ils sont venus me chercher. Ils m'ont trouvé à la maison, bien sûr. Moi, je m'y attendais pas du tout. Hein. Je ne savais même pas qu'ils avaient été arrêtés dans la nuit. Et ils sont venus me chercher, les policiers sont venus me chercher à la maison. La première chose que m'a dit le commissaire, t'as une fausse carte d'identité. J'ai dit non, monsieur, j'ai pas de fausse carte d'identité. Pourquoi tu mens comme ça? J'ai dit, je vous mens pas, j'ai pas de fausse carte d'identité. Comment tu t'appelles? Josette Laurençon. Non, tu t'appelles pas Laurençon. Et je dis, si, je m'appelle Laurençon. Et pourquoi il t'appelle Bousquet, lui? Il dit, parce que j'ai été à l'école. Ce garçon, il s'appelait Motoros. Il habitait Saint-Jean-du-Pin. C'est pour ça que j'avais été à l'école avec lui. Et je lui dis, mais monsieur, je m'appelle Laurençon depuis l'âge de 8 ans. Et avant, je m'appelais Bousquet. Puis je dis, écoutez, si vous voulez savoir la vérité, vous avez qu'à aller voir à la mairie, on vous dira pourquoi. Alors bien sûr, ils ont dû faire tout de suite téléphoner à la mairie. Effectivement, ma mère s'étant mariée avec monsieur Laurençon, il m'avait reconnu. Voilà pourquoi je m'appelais Laurençon, j'avais donc pas de carte d'identité qui était mauvaise. Et voilà, ils sont venus me chercher. Alors là, il m'a dit, ben, cette fois tu t'en sortiras pas comme ça, parce qu'ils te connaissent tous et tu travailles avec eux. Je ne travaillais pas du tout avec eux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, c'était les jeunes qui étaient affiliés au Parti communiste. Alors que moi, ce n'était pas le cas, c'était les jeunesses toutes ensemble. Il y avait des communistes, mais il y avait des chrétiens, il y avait des gens des jeunes d'un peu partout. Et alors là, j'ai été condamnée à 5 ans de travaux forcés. Voilà. Je suis retournée au Baumettes, j'ai été condamnée à 5 ans de travaux forcés. Au Présentine, les Baumettes ont été construits, on nous a amenés au Baumettes, nous y sommes restés à peu près un an et demi. Ensuite, ils nous ont amenés à la centrale de Rennes. Nous y sommes restés 3 mois et après nous sommes toutes parties en 3 ou 4 convois de la centrale de Rennes pour le camp de Ravensbrück en Allemagne. Voilà. Le transport, est-ce que vous pouvez dire un mot sur le transport oui, à Ravensbrück? Le transport pour aller en Allemagne, c'était quelque chose de terrible. Encore que pour nous, de Paris, nous sommes partis dans un train voyageur, mais avec les menottes toutes. Et arrivé à Sarrebruck, le train n'est pas allé tout loin, parce que nous sommes partis le 6 juin 1944, le jour du débarquement. Alors il y a eu beaucoup de bombardements, et à Sarrebruck, on n'a pas pu aller plus loin. Ils nous ont mis dans un camp, à ce moment-là, qui était très dur. C'était un camp de représailles pour les prisonniers qui avaient voulu s'évader, et qu'on avait rattrapés. C'était vraiment un camp impossible. Il y avait des hommes qui tournaient autour d'un bassin avec des boulets aux pieds qui devaient faire au moins 5-6 kilos, et ils tournaient autour de ce son. On n'aurait pas dit des hommes, on aurait dit des bambous pliés qui tournaient. Ils étaient d'une maigreur impensable, et ils avaient un peu à manger, mais ils n'avaient jamais à boire. Jamais, jamais à boire. Et bon, bien sûr, quand ils avaient trop soif, ils buvaient de cette eau, et ben, automatiquement, ils mouraient dans la nuit. Voilà. Alors on est resté là à Sarrebruck, pendant à peu près 15 jours, le temps que les voies soient remises en route. Et nous sommes partis après pour Ravensbrück. À Ravensbrück, là, c'était vraiment le camp de concentration. Il est passé à Ravensbrück 138 000 femmes. Il a dû en sortir vivantes une trentaine de mille à peu près, c'est tout. Parce qu'elles ne sont pas restées, les femmes ne restaient pas à Ravensbrück, à part les personnes âgées. On les faisait travailler, elles faisaient du tricot, elles faisaient du raccommodage pour les vêtements de soldats, elles faisaient des chaussettes, elles faisaient des pulls verts, elles faisaient des choses comme ça. Celles-là sont restées un peu à Ravensbrück, mais toutes les femmes qui étaient en mesure de travailler, qui étaient jeunes, partaient directement dans des commandos. Alors on restait en principe 20-25 jours à Ravensbrück. Et quand ils nous avaient fait, tous les jours, on avait une visite, un jour pour les dents, mais on était tellement nombreuses que ça durait toute la journée, mais toujours toutes nues. Un jour pour les dents, un jour pour les oreilles, un jour pour la gorge, le surlendemain pour, bon, n'importe quoi. Et le dernier jour, c'était un prélèvement ovarien, et là, c'était le plus dur parce que c'était pour toutes les filles la même seringue. Voilà. Et ça, bon, et une fois qu'on était prêtes, qu'on avait passé tout ça, et qu'on n'était pas morte, puis qu'on n'avait rien dit, parce qu'on subissait, c'était pas possible de faire autre chose. Un directeur d'usine, des trusts, venait nous acheter. On était achetés carrément au directeur du camp, et on partait en commando. Et nous nous sommes retrouvés, presque toutes les filles qui sommes parties de Rennes, nous sommes trouvées à Leipzig, aux usines Azag, où on faisait des obus. Et ça, on a fait des obus pendant 1 an. Est-ce que vous pourriez raconter l'appel, comment ça se passait le matin, oui, et ensuite
Les fameux lapins de Ravensbrück. Voilà. Alors, une journée de travail au camp, on travaillait une semaine de jour, une semaine de nuit, 2 heures durant. On nous faisait lever à 4 heures du matin. On avait un quart qu'on avait toujours avec nous parce que si on le perdait, on n'avait plus de café le matin. C'était pas du café, c'était une espèce de jus noir, mais on appelait ça du café. Et nous prenions ça et nous sortions devant le bloc, en rang, 5 par 5, toujours bien rangés. Et on commençait à nous compter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, on sortait, il était 6h05 et on repartait vers l'usine quand on voyait les femmes qui avaient passé la nuit et qui rentraient au bloc. Voilà. Et on allait faire nos 12 heures, une semaine de jour, une semaine de nuit, avec une soupe le midi. Et quand on rentrait le soir, on avait encore 2 heures d'appel avant de rentrer. On finissait à 6h et nous rentrions dans notre bloc la plupart du temps 2 heures après, vers les 8h, 8h30. S'il s'était passé des choses dans la journée qui allaient vers leur perte, c'était encore plus long. On pouvait rester jusqu'à 10h du soir, qu'il fasse plus 20 ou moins 20, c'était la même chose, on était habillés pareil, et on rentrait, alors là on avait une soupe, un morceau de margarine, une tranche de saucisson, on s'est toujours demandé avec quoi il était fait, il était phosphorescent, ou une petite tranche de pâté, qui était du pâté de poisson. Voilà, ça représentait environ entre 500 et 600 calories par jour. Voilà. Alors vous voulez que je vous parle des petites polonaises qui ont servi de ce qu'on appelait vulgairement les lapins. Ce sont des jeunes femmes, et toujours les plus saines, les plus belles, qui étaient triées par les SS. Ils appelaient ça des chercheurs qui cherchaient des moyens de guérir leurs soldats blessés sur le front. Ils leur retiraient des muscles des jambes, ils leur prenaient des tendons, ils leur prenaient tout un tas de choses. Et ces malheureuses, après, bien sûr, ne pouvaient plus marcher. Mais c'était toujours des petites polonaises, toujours des petites polonaises. Et ces filles, après, bien sûr, erraient dans le camp parce que la plupart du temps, il y en a quelques-unes qui pouvaient rester encore debout, mais la plupart du temps, elles marchaient à genoux parce qu'elles ne pouvaient plus tenir debout. Voilà, ces petites polonaises. Et on appelait ça, parce que quand nous sommes arrivés dans le camp à Ravensbrück, un jour nous étions sur le bord du bloc et on a vu des femmes qui se promenaient avec des couvertures sur la tête. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? On a demandé, alors il y a quelqu'un qui nous a répondu, ce sont des musulmanes. On dit, musulmanes, mais pourquoi ce sont des musulmanes? Eh bien, quand on les a opérées, quand on leur a enlevé, parce qu'elles étaient opérées sans être endormies, sans être anesthésiées, et elles souffraient tellement que beaucoup ont perdu la tête. Et quand c'était le cas, on leur mettait une couverture sur la tête, elles erraient dans le camp comme ça jusqu'à ce qu'elles meurent. Voilà ce qu'étaient les petits lapins. Alors, regardant maintenant bien droit dans la caméra, est-ce que vous pourriez donner un message aux enfants de 3e et leur expliquer pourquoi la résistance, c'est une valeur, même encore aujourd'hui? Je veux bien donner un message aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes de 3e, de 4e, à tous les jeunes, de quel bord qu'ils soient, parce que la guerre, ça n'est jamais quelque chose de bon. On parle de guerre juste, c'est pas vrai, une guerre juste n'existe pas. Pourquoi aller tuer son voisin? Parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, parce qu'il ne veut pas faire les mêmes choses que vous, parce qu'il n'a pas la même façon de penser, parce qu'il n'a pas une idée politique comme la vôtre. Pourquoi se battre pour des choses comme ça? La vie, c'est quelque chose de précieux, et je pense que de vivre en bonne intelligence avec son voisin, avec ses amis, c'est quelque chose de primordial. Et de ne pas vouloir toujours dire que l'argent compte beaucoup, beaucoup. C'est vrai que nous en avons besoin pour vivre de cet argent. Mais d'ici à gagner des milliards et des milliards, et que les travailleurs soient là à trimer de plus en plus pour arriver à s'acheter des pommes de terre et des poireaux, qui deviennent un luxe, je pense qu'il faut faire la part des choses, il faut regarder autour de soi et vraiment être un homme libre. Je vous remercie, Madame Brocotte, pour votre témoignage.